Mon nom est Louise Holt. Je suis directrice générale dans le secteur des partenariats pour l'innovation en développement. I'm Director General for Health and Social Development Partnerships in our Partnership for Development Innovation branch at Global Affairs Canada. Au ministère des Affaires mondiales, au sein de notre unité dévouée au partenariat en matière de développement social, c'est vraiment un bonheur d'être là, de sortir de nos routines quotidiennes, de nos tâches quotidiennes pour faire le point et de parler de la voie à tracer à l'avenir. Aujourd'hui, la discussion porte sur les partenariats pour l'équité. Je viens de vérifier les titres officiels de cet atelier. Quelques points d'ordre administratif avant de lancer au fond de la discussion. Tout d'abord, plénière ce matin, la session va dérouler en anglais, mais vous êtes toujours bienvenus de poser des questions en français. Je vous invite, je vous encourage de poser des questions en français. We'll do our best, and we of course have simultaneous translation, which il y a de l'interprétation simultanée qui vous est disponible. Également, je vois qu'il y a des gens qui se servent de l'eau. Vous vous demandez où se trouve l'eau. Elle se trouve juste à l'extérieur de la salle. Vous devez vous servir dans le lobby. Je suis absolument ravie d'être parmi vous ce matin et de faire partie de ce panel de conférenciers pour parler des partenariats. Je crois que les discussions de ce matin constituent un fondement de base essentiel sur lequel nous pouvons nous appuyer. Julie a fait référence à son document ainsi que les études et de recherche de Julie et l'Étoile du Nord. Julie est là. Je lui ai promis qu'elle ne serait pas mise sur la sellette, mais j'attends très impatiemment ses réflexions et ses observations. Nous avons une vision commune. Nos objectifs et ici au Canada et à l'étranger dans l'élimination de la pauvreté, surtout dans les secteurs du développement de la santé. Donc, la SDG, en tant que vision, a été évoquée par Caroline. Elle a parlé du besoin de travailler différemment. Nos politiques énoncent les étapes à franchir. Si nous devons atteindre nos objectifs, il faudrait faire venir les nouveaux intervenants, puiser de nouvelles ressources. Les partenariats constituent un élément clé. Nous travaillons ici, au Canada ou à l'étranger. Nous savons très bien que les partenariats revêtent d'une importance considérable, surtout si nous voulons bonifier l'incidence de nos efforts. Il faut travailler de concert avec les collègues qui travaillent dans cet espace. Mais surtout, il faut travailler d'emblée, de concert, avec ceux qui vont bénéficier de nos efforts. Ils sont les vrais partenaires dans ce processus. Ils doivent être engagés lors de l'élaboration des politiques en matière d'égalité des sexes. Nous savons que les femmes, les adolescentes et les femmes et les enfants doivent faire partie du processus dès le départ, avec les décideurs, avec les intervenants et les parties prenantes. Mais nous savons que nous ne sommes pas encore rendus là. Il y a des processus qui ont des lacunes. On en a parlé ce matin quant à la politique touchant les femmes et les enfants. Donc, nous avons 3 conférenciers qui vont nous faire part de leur perspective. Je suis ravie. Est-ce que j'ai les biographies sous les yeux? Non. Donc, avec nous, on entre Colin, qui serait le premier à prendre la parole. Il est à l'heure actuelle conseiller technique de la surveillance de la nutrition chez Nutrition International. Il a travaillé au sein des collectivités autochtones ici au Canada et à l'étranger. Aujourd'hui, il nous va faire part de son expérience avec
les partenariats. Il est conseiller technique chez Nutrition International. Il jouit d'une expérience de 15 ans, ainsi que 5 ans avec Médecins sans frontières. Il a travaillé en Centrafrique, au Soudan du Sud. Il a passé 5 ans dans la surveillance des programmes avec l'école de Liverpool et 3 ans avec le gouvernement du Nunavut. Il a travaillé surtout dans le domaine de la santé de la petite enfance. Donc, il connaît le sens des partenariats équitables. Il va puiser de son expérience avec les peuples autochtones ici au Canada. Josh Berman est avec nous aussi. Il est de Dignitas International. Il est directeur du Ideas to Impact Lab. Je vais lui demander de nous parler de comment faire concrétiser la notion de l'innovation. Josh jouit de 15 ans d'expérience dans le développement de la santé. Il a élaboré le programme de Digitas au Malawi et il a surveillé aussi l'élaboration de la plateforme de traduction au Malawi. Et il a beaucoup d'expérience dans l'élaboration des politiques basées sur les données scientifiques. Avant de rentrer au Canada, il était directeur adjoint à l'Université Boston, où il a élaboré un programme de formation à l'intention des médecins africains. Donc, il a une expérience fort diversifiée. En dernier lieu, le docteur Diego Bassani, qui est directeur de l'unité d'évaluation du programme international du Sick Kids Hospital à Toronto. À l'heure actuelle, il dirige une évaluation portant sur plusieurs pays et touchant la santé maternelle. Il est scientifique à l'hôpital pour les enfants malades et professeur à l'école de la santé publique de Dalai Lama. Il a un doctorat en épidémiologie d'une université brésilienne. Je suis désolée de ma prononciation. Il a effectué des recherches sur les causes et les distributions des facteurs de risque des enfants en Inde. Et vous savez sans doute que Diego est un membre très actif de notre collectivité au sein de l'Organisation pour le leadership canadien en santé des femmes et des enfants. Il a lancé plusieurs initiatives et je vais lui demander de parler de son rôle et le rôle de ses collègues à l'hôpital des Sick Kids. Ils ont participé intimement à beaucoup de projets. Diego et ses collègues nous apportent une perspective fort intéressante. Ils ont de nouvelles approches quant au partenariat. Nous étions très chanceux d'avoir des vraies collaborations. Et j'aimerais savoir à quoi ça se ressemble. Donc, je vous laisse la parole pour connaître vos observations, vos réflexions, pour tirer les enseignements, quelles sont les conditions de la réussite. Que faut-il faire pour faire avancer les partenariats efficaces afin de faire concrétiser la vision du partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants? Colin, à vous la parole. Merci beaucoup. Je m'appelle Colin Backworth. Vous avez quelques détails sur moi. Je travaille dans le domaine de la santé globale depuis 15 ans. J'étais infirmier avec Médecins sans frontières et j'ai aussi travaillé à l'école de la médecine tropicale. Je travaille à l'heure actuelle pour Nutrition International en tant que conseiller technique
au sein de l'unité de la surveillance de la nutrition. Je voulais vous faire part des pratiques exemplaires et des enseignements tirés suite à mon expérience au Nunavut. Pendant mes années au sein du ministère de la Santé, j'étais responsable d'effectuer une analyse de la situation afin de générer des recommandations en matière de la santé maternelle. Je suis certain que vous avez déjà effectué de telles analyses de la situation. Nous avons organisé des consultations auprès des parties prenantes. C'est assez normal et habituel, mais dès le départ, nous voulions faire en sorte que le projet soit un projet qui misait sur la sécurité culturelle. Donc, pour en faire le résumé, afin de rappeler la notion de la sécurité culturelle pour ceux qui travaillent dans le domaine, il s'agit des interactions et une consultation approfondie au moyen des partenariats. Qu'est-ce que c'est que le contact avec les peuples autochtones? Un enseignant doit être en mesure de communiquer de manière efficace et de comprendre les notions qui découlent de sa communauté, de sa culture et de sa spiritualité. Je pense que c'est très important de savoir qu'il faut aller au-delà de la sensibilité culturelle, de faire l'équilibre des intérêts, de connaître des relations coloniales, des sensibilités culturelles, des événements du passé. Donc, dès le départ de ce processus, nous voulions que le processus et les recommandations reflètent la notion de la sécurité culturelle. Comme je l'ai dit, c'est une notion qui a émané des interactions et des échanges entre les clients et les personnes responsables de prodiguer les soins. Il y a beaucoup de littérature, mais nous voulions développer de la politique, élaborer des recommandations. Nous avons constaté qu'il y a très peu de lignes directrices sur la politique basée sur la sécurité culturelle. J'aimerais décrire nos tentatives pour atteindre les politiques basées sur la sécurité culturelle. D'abord, nous voulions assurer la consultation avec d'autres ministères, axés sur des consultations approfondies au moyen de partenariats. Une étape clé, c'était d'avoir un groupe de travail constitué de personnes autochtones et non autochtones. Et la sécurité culturelle constituait l'élément permanent pour mener à une action concrète. C'est une chose très compliquée. C'est une étape très importante, avoir cet élément permanent. Et en fait, cette question faisait l'objet d'une discussion toutes les semaines. Nous avons aussi travaillé avec le Centre de recherche en santé Kahihati, excusez-moi de ma prononciation. On a mené des consultations de par le territoire pour connaître les besoins. QHRC est un consortium de recherche de réputation internationale. Un élément clé, ce sont des compétences et la façon dont on mène les consultations dans l'optique culturelle. Troisièmement, nous avons travaillé avec les organisations inuites territoriales et régionales Nous avons aussi tenté des moyens de décerner
comment la sécurité culturelle soit reflétée au sein de ce processus. Par exemple, nous avons conçu une séance conjointement avec le NTI. Et nous avons aussi tiré parti de certaines recommandations émanant de la Commission de vérité et de réconciliation. Il s'agissait d'un processus qui a duré 1 an. Quels étaient les enseignements tirés pendant ce processus? D'abord, les consultations pertinentes par le moyen des partenariats est absolument essentiel pour atteindre la sécurité culturelle. Au Nunavut, il faut reconnaître que ce n'est pas seulement la chose qui s'impose et la chose qui soit utile, mais c'est aussi obligatoire en vertu des ententes territoriales. Selon l'article 32, on a le droit de participer dans la création d'un espace de discussion et la conception des processus. Mais dans un rapport du MTI, il est très difficile car à l'heure actuelle, il y a peu de lignes directrices sur comment mettre en œuvre ces recommandations. Deuxième chose que nous avons apprise, les partenariats sont très importants. Comme l'Association des médecins autochtones ont déclaré, seuls les peuples autochtones peuvent dire si la sécurité culturelle a été assurée. C'est la passion qui définit en quoi constituent les services en sécurité. Donc, vu de l'optique de la politique, une fois que le projet a été achevé, il était difficile de savoir si les politiques revêtaient d'une importance axée sur la sécurité culturelle. Il a fallu se réunir pour évaluer le processus et développer un cadre afin de noter ce qu'on a fait et de le bien coter. Le troisième enseignement tiré et ce que j'essaie de faire intégrer dans mon travail actuel au Nutrition International, il s'agit d'un processus qui est fort complexe. Je ne suis pas la personne qui nomme ou qui déclare les idéaux. Je suis la personne qui travaille à la première ligne, qui travaille sur le terrain. Je préfère travailler dans l'interprétation de ces idéaux pour obtenir des résultats. Créer un espace de discussion nous a gagné du temps pour gagner la confiance des organisations. Quelles étaient les recommandations de la Commission sur la vérité et la réconciliation? Donc, créer un environnement, par exemple, des réunions pour présenter les rapports d'étape toutes les semaines, nous donner l'occasion de parler de nos inquiétudes et de nos soucis. Il a fallu plusieurs réunions les lundis matins où on ne savait pas comment procéder. Et puis on a eu plusieurs réunions où on n'avait que de mauvaises idées. Et puis on est arrivé à faire la remue-ménage des bonnes idées. Ce fut très long dans le démarrage, mais au bout du compte, nous étions cotés parmi les meilleures organisations. Donc la réussite a pris du temps. Merci beaucoup. Je vais céder la parole. Merci, Colin. Josh, à vous la parole.
Donc, est-ce que ce serait acceptable si je reste assis? 2 petits points pour commencer. À chaque fois qu'on tient ces ateliers, le nombre d'années d'expérience accroît et en fait, on se rend compte qu'on vieillit. Ouais, vous avez dit que vous aviez 15 ans d'expérience et vous n'êtes plus un petit genou. Merci pour ces mots liminaires et votre présentation. C'est un bonheur de représenter les collègues et les collègues qui ont travaillé au Malawi et dans le nord de l'Ontario. Je suis relativement nouveau et c'est un modèle ou une modalité qui est relativement nouvelle. On essaie d'établir des liens entre les pairs, les collègues, des chercheurs, les parties prenantes, les praticiens qui font face à des obstacles en commun dans l'atteinte des objectifs, mais qui sont très éparpillés dans le monde. Donc, je vais vous parler de nos procédés et comme les choses qui fonctionnent. Donc, est-ce que tout le monde peut se tenir debout pendant 1 seconde? Nous aussi? Oui, pourquoi pas? Donc, j'aimerais savoir, asseyez-vous, si votre vie n'a pas été touchée par les maladies non transmissibles, que ce soit le cancer, le diabète. Donc, je vous fais prévaloir l'argument que mon thème porte sur les maladies non transmissibles et la hausse continue et les objectifs du millénaire durable. Nous estimons que ces objectifs portent sur des pays pauvres ou en voie de développement et cela renforce les dynamiques entre le Nord et le Sud. De surcroît, nous avançons que ces objectifs ont exclu ceux qu'on devait faire participer, que ce soit les peuples autochtones ou les populations qui sont mal servies. Alors que nous travaillons sur ce cadre, nous avons l'occasion de former de nouveaux partenariats qui sont multidirectionnels. Nous prenons des preuves, des données, nous exportons des pratiques exemplaires d'une manière contextuelle. Nous avons formé depuis 3 ou 4 ans un réseau très innovateur de praticiens, de membres de la société civile, de chercheurs qui veulent poursuivre les objectifs et des pratiques en matière de politique et des stratégies. C'était basé sur un cadre de traduction et de génération de données. De manière importante, un principe fondateur de ce cadre est d'identifier qui se trouve autour de la table, qui dirige le travail. Je dirais que ce réseau de données de recherche en santé axé sur l'équité, les KT, PEER, comprennent les populations qui sont défavorisées. Que faisons-nous? Qu'est-ce qui fonctionne? Donc, nous sommes en stade précoce, mais nous estimons que ce modèle est très prometteur. Voici notre modèle de création de données et de traduction. Je suis désolée que la police est assez petite, mais je les cite en tant qu'exemple. Nous explorons ces pays et l'emploi des indicateurs d'équité qui sont appliqués dans les pays riches comme ici au Canada ou dans les pays pauvres en Afrique ou dans les pays en voie de développement ou des pays comme le Brésil. Nous explorons aussi dans quelle mesure
les autochtones ou les populations défavorisées participent dans l'élaboration de ces systèmes de surveillance. Historiquement, ces initiatives tendent à exclure les personnes qui sont les plus touchées par les politiques en matière de l'équité. En tant que réseau mondial, il y a beaucoup de preuves qui sont générées en documentant les pratiques exemplaires dans le monde. Nous travaillons sur la documentation. Le réseau nous prenons ces pratiques exemplaires, nous les mettons en contexte pour les adapter aux pays, aux espaces et aux régions bien précises. J'estime que ce que nous essayons de faire, c'est de offrir des données qui peuvent être puisées par nos membres. Et c'est ça l'aspect innovateur. Nous ne sommes pas là pour créer des données probantes, mais nous cherchons des points en commun partagés par toutes les régions et les pays. Et nos membres sont en mesure de les mettre en contexte et de faire adapter les processus à l'échelle nationale ou sous-nationale. Ce processus cherche à renforcer les systèmes de surveillance des maladies transmissibles afin d'éclaircir des équités plutôt que de les amplifier. C'est ce que nous avons constaté ici au Canada et de par le monde. Donc, en révélant ces iniquités, ce qui constitue l'élément de base afin d'établir l'ordre des priorités, des pratiques, ce qui va réduire les iniquités et va faire rétrécir les écarts. Donc, nous voulons que ces processus soient applicables dans toutes les régions, soient axés sur l'inclusion, et ces processus peuvent améliorer les stratégies en matière de maladies non transmissibles et transmissibles. Et c'est très promoteur en dehors de notre univers qui était PERE. Voilà, c'est très intéressant. Je pense que vous avez cité plusieurs thèmes. Je regarde le Eye to Eye. Est-ce que c'est un partenariat autochtone? Non. Je pense qu'on va y revenir pour avoir plus de précision. Maintenant, la parole est à Diego. Je n'ai pas de diapositive. Je vais parler de quelque chose que j'ai constaté ce matin et qui s'offre comme une bonne comparaison avec notre objet de discussion. Nous sommes toujours en apprentissage. Ce matin, j'ai eu une panne en voiture en quittant Toronto, mais je suis arrivée à temps pour mon vol. Je me suis installée, je me suis mise à travailler. Et puis, du coup, j'ai décidé de regarder un documentaire qui parlait d'un monsieur qui sautait d'un avion en jouant un jeu. Et donc, c'est un peu bizarre de vous raconter cette anecdote. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de points en commun entre ces acrobatiques et notre travail dans le domaine de l'élaboration des réseaux internationaux. Mais nous avons l'argent des contribuables qui nous financent et nous sommes responsables de cet argent et pourtant nous sommes responsables de la concrétisation des programmes. Et donc, en gardant tout cela à l'esprit, vous pouvez reconcevoir votre travail et de songer à ce qui peut être fait de manière différente. Nous ne voulons pas résoudre des problèmes alors que l'argent soit dépensé en même temps. Nous voulons avoir un peu de prévoyance. Nous nous tâchons à résoudre des problèmes fort compliqués de manière très rapide et
il y a la pression du temps qui s'exerce sur nous tous. Et peut-être la pression s'exerce sur des mauvais éléments. Et si nous pouvions allouer nos efforts différemment, on serait plus efficace. Comment recadrer tout le travail de l'aide internationale pour que tous les membres des partenariats, y compris des gouvernements locaux, d'après ce que nous avons observé, puissent plus dissocier de l'équation et parfois les gouvernements veulent s'intégrer eux-mêmes. Dans le cas de la Tanzanie, récemment, ce pays a renforcé son engagement auprès de sa population. Et parfois, le processus devient plus compliqué parce qu'il faut faire venir quelqu'un d'autre pour rediscuter la programmation. C'est ça qui constitue la base de la discussion. S'asseoir avec les gens qui sont sur le terrain, qui sont sur place, connaître les priorités. Ça s'applique pour le Canada ou tout bailleur de fonds. Donc, en jouant avec les variables, nous pouvons peut-être résoudre ces problèmes fort compliqués et dépenser l'argent des contribuables de manière beaucoup plus responsable et efficace. J'en conclus là, donc je serai très heureux de répondre à vos questions. Merci. C'est fort intéressant. Oui, je suis sûre que nous avons tous des jours où on a l'impression qu'on essaie de tout jongler et résoudre tous les problèmes. Et on espère que notre parachute va s'ouvrir. On se dit, comment je vais arriver à la fin de la journée, que tout va tomber en place éventuellement. Ce sont des concepts intéressants autour du partenariat. Si j'en reviens à mes premiers points, quand on a parlé des conditions pour la réussite, je vais demander aux panélistes d'approfondir davantage ce qu'ils ont expliqué. Alors, peut-être dans l'ordre, Colin, vous avez parlé d'un concept intéressant autour de la sécurité culturelle et le travail que vous avez fait à Nunavut. Permettez-moi de vous poser la question. Qu'est-ce que cela signifie, ce concept de sécurité culturelle? Qu'est-ce que cela signifie pour une consultation importante? Les collègues en ont parlé. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous dans notre travail de développement, dans notre programmation, mais aussi le travail qu'on fait peut-être au Canada? Vous avez parlé aussi du fait qu'il a fallu du temps. Qu'est-ce que cela signifie pour la programmation, pour les cadres de politique sur la programmation collectivement? Alors, quelles sont les conditions pour la réussite? Ce sont deux questions. Oui, merci. Je voudrais, premièrement, parler des consultations. On sait qu'il nous faut des consultations importantes ou significatives au terme de Nunavut, par exemple, et de satisfaire nos obligations en vertu de l'article 32 de l'entente sur les réclamations territoriales du Nord. Alors, le rapport de 2015 a dit, on parlait de possibilités sous-valorisées. On a dit que le gouvernement du Canada utilise une approche minimaliste qui n'était pas convaincante, n'était pas durable pour ce qui était des normes canadiennes internationales. Alors, et pour parler des rôles, des droits des peuples autochtones, et je crois que généralement, la chose qu'il a fallu comprendre, c'est qu'il n'y a pas de ligne directrice acceptée, à savoir ce qui constitue une consultation
significative, même si c'est entériné dans cette entente de Nunavut. Il semble y avoir beaucoup de travail qui a été fait, des gens qui semblent essayer de faire la consultation, mais il n'y a pas de normes acceptables. Alors, il y a beaucoup de gens qui réinventent la roue. Je crois que certains éléments clés que j'ai pu en retenir, si on revient à cet exercice de la confirmation, que la sécurité culturelle peut être affirmée uniquement par des gens qui reçoivent des services. Alors, moi, je suggère qu'une consultation importante doit être affirmée par la population qui fait l'objet de cette consultation. Et c'est certainement ce que nous essayons de faire au sein du processus, c'est-à-dire qu'on se réunit pour réviser les processus de recommandation et de dire, croyez-vous que nous avons mené à bien nos obligations en vertu de l'article 32. Alors, je crois que notre point clé était d'avoir un centre de recherche géré par les Inuits. Alors, ITK vient de publier une stratégie sur la recherche. Ça, c'est l'Association nationale Inuit, avec 5 points clés. Ils veulent avancer la recherche, encourager ou plutôt aligner les priorités de recherche inuit, assurer l'accroissement de la capacité. Alors, un des avantages de travailler avec le QRHC, c'est qu'il pouvait effectuer une consultation significative et importante en utilisant cette lentille culturelle. Mes antécédents portent sur les chiffres, mais c'était tout un apprentissage pour moi. Les gens ne vont pas vous fournir leur opinion de façon en paragraphe, de façon claire et nette, avec des références à la fin. Il faut des connaissances culturelles. Il faut être en mesure de traduire les propos et des opinions. Il faut une certaine doigté pour le faire. Alors, je crois que ce sont des concepts clés. Maintenant, comment cela se traduit dans le contexte plus large? Quel est l'impact pour le succès? Eh bien, je travaille en nutrition internationale actuellement. Alors, une des révisions que nous avons faites, c'est qu'on cherche à faire la promotion de l'égalité en matière des sexes. Alors, on se retrouve dans une situation où on a dû changer la façon de travailler afin de faire la mise en œuvre dans tous les domaines. Moi, je ne suis pas expert. Je crois que, bon, l'égalité des sexes, c'est un peu comme ma voiture. J'ai une voiture, mais je ne suis pas expert en voiture. Je peux conduire ma voiture, je ne suis pas expert. C'est la même chose. La chose dont je me suis rendu compte, c'est que si on revient aux leçons apprises, on cherche à identifier les partenaires clés et ensuite avoir suffisamment de temps pour la discussion. Alors, je commence au sein de mon organisation qui sont les experts. Comment peut-on comprendre le langage autour de cela? Comment comprendre les objectifs? Alors, qu'est-ce que cela veut dire en matière de statistiques sur le sondage? Alors, comme ça, on peut bâtir une compréhension, prendre ces idées et en faire des actions pratiques. Alors, un véritable partenariat, ça veut dire qu'on change la façon de faire. Alors, si je n'ai rien changé, ça indique qu'il n'y a pas encore un véritable partenariat. Alors, d'accord, d'excellents points. Il n'y a pas de normes acceptées
Et très souvent, quand on commence, on essaie de réinventer la roue. Alors, il y a des possibilités d'apprentissage, mais tout en reconnaissant qu'il est nécessaire d'avoir un contexte local, la population locale qui comprend ce qui se passe. J'ai entendu aligner avec les priorités et cela s'aligne aussi avec ce que vous avez dit. Maintenant, je parlais du scénario complexe. Si vous parlez de collaboration avec de multiples intervenants, et si qu'est-ce que cela signifie pour nous tous? On sait que vous avez collaboré avec des partenaires différents. Ça fait partie de la communauté. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour notre partenariat? Comment peut-on réagir et travailler pour assurer les besoins locaux? Ça semble être assez complexe quand on fait jouer ou on fait venir différents intervenants. Eh bien, comme Colin l'a dit, si vous n'êtes pas en train de changer la façon de travailler, ce n'est pas un véritable partenariat. C'est un bon point de départ parce que, d'un côté, cela peut signifier que le partenariat est facile. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Mais, généralement, ce n'est pas le cas. Et même si je crois que la liste de priorités est la même, l'ordre des idées, ce n'est pas la même chose. Et ça se comprend. Nous avons des pressions différentes. Affaires mondiales Canada a des pressions exercées par le gouvernement, des pressions politiques à livrer certains programmes à un certain temps, d'être capable d'arriver à des résultats à un certain moment donné, et que cela pourra alimenter le cycle politique qu'on ne peut pas ignorer. Et ça se comprend tout à fait. Et c'est probablement quelque chose qu'on ne peut pas changer. Une chose qu'on peut peut-être changer, c'est d'aligner tout le monde au terme de l'objectif ultime de notre travail, que ce soit investir dans l'aide internationale. Bon, l'objectif est de changer les résultats au niveau communautaire. D'une organisation qui fait la mise en œuvre d'un programme, ça devrait aussi être la priorité. Ce n'est pas de compléter le rapport financier, d'envoyer ça à Affaires mondiales Canada. Parfois, on devient mêlé dans la complexité du tout. Le fait de recevoir de l'aide et d'offrir un programme et le fait qu'il faut être redevable, imputable pour les ressources, et on semble perdre de vue ce qui est le but au bout du compte. Et c'est quelque chose qui va se passer au sein d'une communauté pour améliorer les résultats en matière de santé, améliorer l'égalité en matière des sexes, les améliorations quelconques. Alors, et voilà où faire venir un gouvernement local, je crois que ça aide tout le monde. C'est comme un service de counseling pour les couples mariés, pour dire, bon, je comprends que vous avez des positions légèrement différentes, mais ce qu'il me faut, c'est d'améliorer les filles, le nombre de filles qui vont à l'école. Alors, si c'est ça la conversation qu'il faut avoir, on peut reformuler les programmes. On peut faire en sorte que cette relation polygame pourra fonctionner. Parce que même si tout le monde doit s'occuper de besoins différents, des besoins de partenaires qui sont tous mêlés dans cette toile, on peut toujours trouver des éléments en commun et en faire la priorité, en essayant de répondre aux autres questions. Mais je crois que si on peut aligner le tout, on va changer notre façon de travailler et on pourra alors avoir des partenariats qui sont significatifs et qui mèneront à un résultat. Si on se réunit et qu'on essaie de poursuivre nos objectifs seuls en faisant semblant d'être sur la même longueur d'onde, on ne va pas y arriver. Ça sera frustrant pour tout le monde. Alors, je crois qu'il faut être plus honnête et avoir ces conversations beaucoup plus tôt qu'à l'habitude. Normalement, c'est quand on est dans une crise et que ça doit faire partie de la planification du programme, peut-être même la planification de ce qu'un appel de proposition signifie. Même avec la composante technique, la partie technique du côté du gouvernement. Plutôt que, bon, vous pouvez commencer à avoir trop de risques de cette perspective. Alors, je crois que le fait de changer les choses peut résulter dans un partenariat plus important.
Oui, je ne suis pas trop sûre que j'ai compris la dernière partie. Alors, vous dites que vous pouvez utiliser un appel de proposition, oui? Alors, si on regarde du côté du financement, que vous pouvez avoir un bailleur de fonds qui fait du travail technique en début de ligne, c'est ça? Oui, c'est ça les paramètres ou quoi? Oui, je crois que ça se passe à un certain niveau. Si vous travaillez avec un pays et qu'il y aura un investissement dans un certain pays, c'est une conversation qui a lieu pour comprendre les priorités, pour essayer d'aligner la politique d'aide avec les besoins du gouvernement. Mais je crois que l'élément manquant qui pourrait peut-être simplifier beaucoup du travail de la société civile serait de changer une composante technique, ce qui doit être fait par le partenaire à la conception du programme et d'aligner cela avec les priorités identifiées dans la conversation d'origine. Et bon, il y a cet appel pour les propositions. J'utilise ça à titre d'exemple simple, quelque chose qui est beaucoup plus contenu, contrôlé et qui correspond à exactement ce qui doit se produire avec cet investissement. Je crois que ça sera beaucoup plus acceptable pour les organisations. Ben, peut-être que j'ai tort, les gens peuvent lever la main plus tard et me le dire. Mais on change l'équilibre de prise de décision. Et je crois que ça se retrouvera au bon endroit, avec le gouvernement qui reçoit l'investissement, les fonds et le bailleur de fonds. Et le montant de temps qu'on économise avec ça, c'est considérable. Parce que vous pouvez avoir un groupe plus cohérent de soutien technique si ce n'est pas disponible au sein de l'organisation. Ça permet de simplifier la prise de décision. Et ensuite, une fois que les fonds sont libérés, ce qui se passe, c'est qu'il y a la mise en œuvre. Et à ce stade-là, vous savez quel genre d'impact vous pouvez vous attendre. C'est comme si vous êtes en train de raconter une histoire que vous devez raconter au bureau du premier ministre, dire, on anticipe quelque chose, on sait ce qu'on va avoir, on a des preuves pour appuyer la programmation. Alors, on pourrait le faire dans un ordre renversé et simplifié. Bon, je crois que ce sont des points intéressants. Et si j'en reviens à ce concept de conditions pour la réussite, et ça revient à ce que Peter Singer disait ce matin aussi, quand on parle de résultats. Alors, comment raconter cette histoire? Quelle histoire allons-nous raconter au bout du compte? Comment s'assurer de raconter cette histoire dès le début? C'est ça, c'est une proposition intéressante. Vous avez aussi parlé du rôle du gouvernement et les partenaires de mise en œuvre au gouvernement local, et je crois que cela fait appel à un point intéressant. Alors, Josh, peut-être que vous pouvez m'expliquer par rapport à la collaboration autour de multiples intervenants qui peuvent avoir des différents points de vue. J'ai l'impression que de temps à autre, on établit une relation eux contre nous. Alors, beaucoup d'entre vous, vous êtes membres d'organisations financées par Affaires mondiales Canada et on travaille avec vous. Et récemment, depuis quelques années maintenant, nous avons changé notre façon de faire. Nous avons changé notre façon de percevoir le partenariat avec vous. Certains connaîtront ce concept de responsable de partenariat. Alors, c'est pas comme, nous, on finance... Alors, on songe à une relation de partenariat. Comment travailler avec l'organisation tout en reconnaissant que toutes les organisations font un travail qui déborde d'un seul projet avec Affaires mondiales Canada et que vous faites partie, en fait, de la communauté de la société civile et que beaucoup d'entre vous travaillez au Canada et au sein des communautés autochtones ainsi que dans le sud mondial. Et nous reconnaissons que nous devons
prendre avantage de cela, être plus stratégique dans notre façon de travailler avec vous afin de nous assurer que d'une perspective du gouvernement, qu'on soit conscient et oui, qu'on utilise cette expertise et qu'on utilise toutes les connaissances disponibles et que nous jouons ce rôle de leadership pour établir des liens, pour faciliter, pour amplifier ce travail. Et ça peut prendre la forme d'un projet et peut-être que c'est là où parfois ça accroche. Alors, on peut se dire qu'est-ce que cela signifie d'une perspective plus large. Alors, c'est une façon, notre façon de travailler, de faire affaire. Et ceux d'entre nous, à l'intérieur d'affaires mondiales, on n'est peut-être pas autant à l'aise, on n'a peut-être pas de compréhension commune à savoir ce que ça signifie. Et on n'est pas encore arrivé là. Hein. Alors, vous avez parlé de votre initiative qui réunit des chercheurs, des intervenants. Alors, comment la dynamique fonctionne? Quelles sont les conditions pour s'assurer que ça va fonctionner? Oui, si c'était facile, on l'aurait fait. Mais quand il s'agit d'une multitude d'intervenants ici, eh bien, on voit un potentiel incroyable, des avantages possibles incroyables. Alors, le plus de cuisiniers qu'on a, le plus difficile que les conversations peuvent être quand on parle de trouver des éléments communs, de travailler ensemble. Alors, pour nous, ce que partenariat, ça signifie, et je vais parler du point de vue d'un ONG, c'est que on entre dans des partenariats avec grande humilité. On travaille avec des partenariats au ministère de la Santé, avec des organismes canadiens, et on apprend au fur et à mesure. Et nous avons de l'expérience, nous croyons que nous apportons de la valeur à la conversation, mais nous apprenons. Je crois aussi que l'un des éléments, un concept clé que nous avons essayé de communiquer en formant ces partenariats plus complexes, c'est autour du rôle qu'un ONG peut apporter. Et sommes-nous en train de mener le programme ou est-ce qu'on permet à d'autres qui sont des intervenants, des gens au sein du gouvernement et qui vivent là-bas, est-ce que c'est eux qui s'en occupent et que nous, on fournit des soutiens d'évaluation, de l'aide technique? Comment cette modalité s'est développée? Comment on a fait la mise en œuvre? Écoutez, je suis toujours intéressée à entendre ce que les gens ont à dire. Je sais qu'on nous a posé la question par le passé. On a demandé du soutien 24 heures avant qu'il fallait livrer une proposition. Et c'est le genre de choses on essaie de s'éloigner de ce genre de choses. On n'est pas en train de créer des partenariats pour simplement cocher des cases. Alors, ça veut peut-être dire que on a des plans stratégiques en tant qu'organisation. On pense qu'on se rend sur une certaine voie et c'est pas ce qu'on fait. Et on est peut-être en train d'emprunter des voies qu'on n'aurait pas pu prévoir. Mais c'est à nous de ressentir ce malaise, en fait, et d'avoir des solutions créatives. Comment on peut rajouter de la valeur à ce genre de partenariat? Historiquement, j'ai l'impression qu'il y a eu trop on a trop misé sur l'opinion des ONG. Il faut plutôt voir comment fournir de la valeur sans être toujours en train de décider. Bon, d'accord, j'ai une dernière question à poser à vous trois et vous pourrez réagir et ensuite on va passer aux gens de la salle. Nous devons absolument arrêter à 12h15. C'est très important, mais les organisateurs m'ont dit qu'on ne peut pas déborder. Alors, on va nous donner le signal bientôt. Plus tôt, je parlais d'innovation. Maintenant, si on revient à ce paradigme en disant, on sait qu'on veut faire les choses différemment, on sait qu'il nous faut faire venir de nouveaux partenaires, des nouvelles ressources pour avoir un programme.
on a un programme où des gens qui travaillent dans cet espace, qui ont beaucoup d'expérience, ont des difficultés avec des partenariats, des relations. Alors, comment faire venir de nouveaux intervenants? Comment faire participer de nouvelles personnes à cet environnement complexe de façon à ce qu'on peut changer la barre? Je ne sais pas si vous avez des expériences. On a parlé de partenaires non traditionnels, des partenariats innovateurs. Peut-être que ça ne veut pas nécessairement dire des nouvelles personnes, des nouveaux partenaires. Peut-être qu'il faut simplement agir différemment. Mais probablement que ce serait utile d'avoir des nouveaux partenaires et des nouveaux réseaux. Avez-vous vu des exemples de ce genre de choses? Comment on va y arriver? Comment on va faire venir des nouvelles personnes à la table dans cet environnement déjà assez complexe? Ben oui. Je crois qu'un des domaines que nous avons explorés, c'est notre engagement avec le secteur privé et ce que nous pouvons en apprendre. Et on parle ici du travail que nous continuons à faire au Malawi quand on parle d'injecter des preuves. On a parlé de la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans le domaine pharmaceutique. Si vous allez au Malawi ou ailleurs que je suis allée dans le sud mondial, Coca-Cola est excellent quand on parle de gérer la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Coca-Cola? C'est quoi leur processus? Alors, on les a fait participer à une pratique communautaire et on a travaillé avec eux pour dire qu'est-ce qu'on peut apprendre de vous? Qu'est-ce qu'on peut extirper de ces chaînes d'approvisionnement du monde des affaires? Et comment peut-on appliquer ça aux soins pharmaceutiques? Je crois qu'il y a des obstacles. Je crois qu'il y a de l'hésitation des deux côtés. De tous les côtés. Il n'y a plus de deux côtés, en fait. Mais je crois que cela peut être exploré et qu'il faut aussi voir. Bon, moi, je suis passionnée à la transmission des connaissances. Alors, oui, on s'éloigne des rapports de pouvoir, mais il est important de regarder le développement de questions pour la recherche, développement de programmes qu'on cherche à adopter et comment poser les bonnes questions. Nous avons montré que ça peut fonctionner. Il y a bien sûr des obstacles et des difficultés, mais je crois que ce sont deux très bons concepts. Oui? Colin? Eh bien, moi, je voudrais rajouter ceci à la discussion. Ce n'est pas nécessairement un rôle pour de nouveaux partenaires. Une des choses que nous avons fait à la suite du cadre NCH, c'est on a regardé nous, on parle de l'évaluation, il faut alors effectuer la surveillance. Si on détermine quel devrait être le résultat, vous êtes en train de décider ce qui constitue la réussite. Moi, je suis anglais, alors je dois au moins avoir une citation de Winston Churchill à chaque discours, mais voici, moi, j'ai l'intention de me trouver du bon côté de l'histoire, parce que c'est moi qui rédige l'histoire, n'est-ce pas? Alors, parfois, on peut avoir ce sentiment, il y a un déséquilibre du pouvoir quand on fait ce genre de travail, et cela se rajoute au manque d'équilibre. Quand on parle de la santé des Autochtones, il y a cette inégalité du pouvoir. Alors, le partenariat est un élément clé. Utiliser une lentille culturelle, ça c'est très important. On m'a souvent dit à QHRC qu'on se concentre sur une façon inoue d'interpréter les choses, de percevoir le monde. Alors, le fait de tenir compte de ces facteurs, c'est une façon de changer notre façon de faire affaire, de changer l'évaluation, la surveillance, d'avoir un processus à 360 degrés. Cela veut dire qu'on peut avoir une réflexion sur ce que nous avons fait, obtenir les commentaires des gens, plutôt que de dire ah bon, nous avons satisfait les exigences et puis maintenant on peut rédiger des rapports. Nous aurons satisfait des critères.
Oui, eh bien, je ne crois pas que c'est uniquement de faire venir de nouveaux joueurs. Je crois qu'il faut peut-être changer les positions, changer les pièces sur le jeu d'échecs, si vous voulez. Ça m'a étonné quand vous avez dit « Ah, ben, c'est différent, cette idée de changer la composante technique quand on parle des programmes qui seront mis en œuvre. » Bien, c'est différent, mais si on pense aux décisions quant au programme de la santé qu'on trouve dans nos provinces au Canada, cette discussion a lieu au niveau provincial. Le gouvernement invite des experts techniques. Ils participent aux consultations. Ensuite, la décision, est-ce qu'on change un programme de dépistage pour le cancer? Est-ce qu'on va acheter un vaccin? Et ensuite, c'est divulgué aux fournisseurs de soins pour faire la mise en œuvre des programmes. Alors, si on a besoin de formation, on va offrir la formation, mais c'est normalisé et ça a été décidé à l'avance. Il n'y a personne qui pourrait oser penser qu'on peut décider de financer un nouveau programme de dépistage pour le cancer et dire « Ah, il nous faut un nouveau programme de dépistage pour le cancer du sein. » Et c'est à chaque fournisseur de déterminer ce qu'ils vont faire. Ou, ah, je vais en choisir 3 ou 4 et c'est eux qui vont faire la mise en œuvre des programmes au pays. Oui, ben oui, d'accord. Très intéressant. Alors, apprendre dans des contextes différents et avec des expériences différentes. Et nous avons entendu des perspectives intéressantes. Maintenant, la parole est à vous. Je vois au moins une personne. Ah, les gens se lèvent. Alors, oui, au fur et à mesure, j'espère obtenir la perspective des jeunes. Oui. Oui, les gens de moins de 35 ans. Alors, on va... Oui, beaucoup de questions, commentaires, questions. La perspective des jeunes aussi. Peter a dit qu'on se retrouve à un point où ce n'est pas vraiment acceptable de ne pas inclure les collectivités autochtones, les peuples autochtones à la prise de décision. Nous avons beaucoup discuté dans cette ère de mots-clés moi aussi, qu'on ne fait pas participer les femmes. Je crois que le slogan de la conférence l'année dernière, Helen, c'était pas... bon, pas ne le faites pas pour moi, sans moi. Alors, j'aimerais bien entendre vos perspectives là-dessus. Alors, sur ce, je cède la parole à Jan. Yes. Ma question s'adresse à Josh. S'agissant sur le partenariat en matière d'équité et la recherche, est-ce que vous privilégiez un examen systématique sur le progrès réalisé? Est-ce que vous examinez également l'incidence quant à l'équité? Il y a plusieurs années, nous avons effectué une étude sur plusieurs pays. On s'est penché sur la mesure des investissements en matière de recherche, mais comment mesurer des incidences? Voilà donc ma première question. Et puis une question afférente. La précision des données, afin d'évaluer plus que les résultats et les données, parce que nous ne parlons que de l'efficacité et de l'incidence, mais au bout du compte, il faut vraiment nous occuper de l'incidence, non seulement les résultats. Et je pense que c'est comme ça qu'on va atteindre l'équité. Donc, on va laisser aux gens de poser 3 questions avant de donner la parole aux conférenciers. Il y a un mot « challenge », le mot « défi » que je n'ai pas entendu. Cette époque de MeToo et les politiques en matière des partenariats équitables, comment faire intégrer les approches féministes. Donc, je vous pose la question, de quelle manière peut-on concevoir des partenariats qui sont axés sur l'approche féministe? Je travaille avec Fondation Canada pour faire la suivi aux commentaires de Josh et le rôle du secteur privé. Je suis d'accord avec vous. Il y a un potentiel énorme que nous n'avons pas encore puisé. Il y a des ressources qui n'ont pas encore été exploitées. Et pour revenir à ce que vous venez de dire, Josh,
Et il y a des moyens plus intelligents pour percer des marchés, pour rejoindre les clients. J'ai travaillé dans le nord de l'Israël et de Mozambique. Et il y a beaucoup d'usines et d'industries qui sont présentes, mais des secteurs qui ne sont pas du tout, disons, positifs pour la société. Par exemple, des usines de cigarettes ou de fabrication des boissons sucrées. Que doit faire le Canada pour puiser des partenariats avec le secteur privé? Non seulement pour mettre en relief les ressources actuelles, mais est-ce que le Canada peut-il être le leader ou l'animateur de ces discussions mondiales? En ce qui concerne votre première question, merci beaucoup. J'ai abordé un peu la question tout à l'heure. Le réseau qui était Peer remonte il y a 4 ans, mais nous sommes loin de imposer une incidence importante. Nous sommes encore au stade de créer des connaissances et de mettre en commun tous les enseignements tirés. Quant à votre question sur les cadres des examens systémiques, oui, je dirais que il y a un mélange de toutes les connaissances et des savoirs autochtones, non autochtones, traditionnels, de plusieurs approches. C'est où notre focus? Je dois résister un peu à votre question sur le secteur privé. Vous semblez dire que la participation du secteur privé constitue la panacée, mais je dirais que le secteur privé ne fasse preuve de plus d'innovation. Il vend un produit qui est plus consommable, si vous voulez, et qui peut être exporté plutôt qu'une approche qui renforce les systèmes de santé et les réseaux. Mais nous essayons de résoudre des problèmes fort complexes qui dépassent les difficultés qui se posent lorsqu'on essaie de commercialiser un produit comme le Coca-Cola. Je dirais que je ne pense pas que la solution se trouve chez le secteur privé. Ce n'est pas eux le maillon qui manque. Je sais que certains dans cette salle essaient de faire plus. Merci. Je vais répondre à la question sur l'intégration de l'approche féministe. Et je dirais que je travaille directement dans la conception de ces cadres et de ces réseaux et je serai heureux de vous faire un rapport d'ici 2 ans parce que nous sommes en train de mener des dialogues, de tisser des partenariats. Nous essayons de comprendre le langage qui s'impose. Et moi aussi, je suis relativement nouveau. J'essaie d'appliquer ces nouvelles notions dans mon travail quotidien. Et évidemment, je travaille dans le domaine de la surveillance technique. Je travaille avec les statistiques. Je suis responsable au sein de mon équipe de prendre l'approche féministe et de l'appliquer au travail que nous faisons. Cela va prendre beaucoup de temps. On veut créer un espace pour favoriser le dialogue. Qu'entendons-nous par le féminisme? Et en quoi constitue un espace sécuritaire, surtout pour les non-experts? Que faisons-nous avec les données? Si votre objectif à long terme est X et que le nôtre est Y, comment pouvons-nous travailler ensemble? Et j'y reviens souvent. On essaie de prendre des idéaux assez ambitieux et de les traduire en action. Et l'épreuve, c'est d'évaluer les résultats sur le terrain. Mais pourtant, c'est une tâche compliquée. Pour arriver
à une bonne surveillance et l'évaluation de nos tâches et de la surveillance. Nous voulons faire en sorte que les échanges soient interactifs. Donc, je suis au tout début de ce processus. Nous sommes très engagés. Donc, j'attends une deuxième invitation d'ici 2 ans et je serai ravie de vous faire part des résultats. Donc, on va prendre 3 autres questions. Notre séance de questions et de réponses s'écoule assez rapidement. Inaudible pour l'interprète. J'aurai 2 commentaires à propos des partenariats. Pour plusieurs, on ne voit pas l'étoile polaire, on voit plutôt une croix à porter. Il y a donc une illusion. Votre référence évoque chez les esprits canadiens, mais pour d'autres, je crois que la vision est encore très floue. Je travaille dans l'univers scolaire, académique, où on se penche sur les processus et je pense qu'il faut miser sur les sciences et la découverte pour savoir ce qui est pertinent pour une collectivité, que ce soit au nord du Canada ou dans les pays du Sud. Malheureusement, l'intervention de l'orateur est inaudible pour l'interprète. Il faudrait demander à monsieur de se rapprocher du microphone. Those details, and until we have local people who can generate those details, we won't be as helpful as we ought to be. Okay, give me that one. Okay. Josh wants chomping at the bit to talk to that. Donc, je pense que tout le monde se presse pour répondre à votre question. Je m'appelle Mélanie, je suis de World Vision. Je tenais à mettre l'emphase sur ce que Kathy Lee a dit pendant son discours sur les partenariats équitables. Il faut prendre acte de notre histoire en matière de colonisation et de leurs relations inéquitables avec des peuples autochtones ici au Canada. Est-ce qu'il y a une discussion similaire qui doit se tenir dans le monde du développement? Est-ce que la discussion tient-elle? À quoi elle se ressemble? La troisième question? Et puis un autre rond après. Je m'appelle Mélanie. Je fais partie du groupe qui défend les droits des femmes et des enfants. J'ai une question à 2 volets. La formation des partenariats et l'importance de l'intersectorialité avec les collectivités gays, lesbiennes et transgenres. Quel est leur rôle et comment bâtir les partenariats avec ces groupes de défense des droits? Ma question, et je pense qu'il y a 2 conférenciers qui ont travaillé en Tanzanie, je crois comprendre. En Tanzanie, encore une fois, quant au partenariat, pour une partie prenante considérable qui avance une politique qui touche une bénéficiaire. Dans le cas de la Tanzanie, les jeunes adolescentes enceintes étaient interdites d'aller à l'école. Et les filles qui sont scolarisées dès l'enfance deviennent des mères plus compétentes. Donc, quels sont été les obstacles ou les défis que vous avez constatés pendant vos années là-bas? Donc, ce sera le dernier rond de questions. Et ensuite, nous allons conclure. Pour ceux qui sont au micro, je vous prie d'être très bref et concis. J'apprécie beaucoup votre question. Donc, à Digitas, nous croyons qu'il faut des programmes qui font preuve d'innovation, mais il faut des gens qui soient en mesure de concevoir les
programmes et qui soient capables d'exécuter des programmes. Ils ne peuvent pas être situés ici au Canada, à Ottawa, à Toronto, mais ils doivent être sur le terrain dans les pays concernés. L'an prochain, nous lançons une initiative IDI, Impact. L'objectif est de faire une injection d'innovation dans le domaine de la santé mondiale et comment donner plus de capacité à la prochaine génération de leaders pour reconduire ces nouvelles initiatives. Nous essayons de transformer la plateforme afin de permettre à la prochaine génération de surmonter les problèmes qu'ils vivent déjà dans les collectivités, de leur offrir un mentorat, des suppléments de salaire et de mettre à profit des relations que nous avons tissées depuis 15 ans avec les partenaires et d'effectuer une croissance aiguë dans leur développement. Voilà donc l'importance des notions clés que vous avez citées, l'importance de la propriété locale des problèmes et les capacités locales de résoudre les problèmes. Notre réflexion sur l'aspect intersectoriel, l'élaboration des politiques et les discussions sur l'histoire et les legs de la colonisation. Je crois qu'il y a eu quelques points très importants. Je crois qu'il y a des points connexes parce que c'est vrai, on a tendance de comprendre les choses dans l'optique de la colonisation. C'est un fardeau qui demeure, que nous voudrions éliminer d'une manière ou d'une autre. De quelle manière? Eh bien, peut-être de reconcevoir les partenariats avec des organisations locales et des gouvernements locaux. Je pense qu'il y a beaucoup à tirer du secteur privé. Mais autrement, la santé publique a été conçue dans l'optique clinique et non pas du point de vue du marketing. Intégrer la prestation des programmes est fort compliqué. Livrer des boissons se fait par le moyen d'un compagnonnage, mais les réseaux de santé est fortement lié à la technologie. Donc, si nous misons plus d'efforts, si nous mettons plus d'efforts à la formation et la simplification de l'exécution des programmes en matière de santé, nous serions en mesure de surmonter beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup à apprendre. Des modèles de simplification exploités par le secteur privé. Je ne pense pas qu'on soit la solution des problèmes dans cette optique-là. Donc, au sens strict de notre programme, il ne nous reste plus du temps, mais je vous demande votre indulgence, votre patience. Si vous êtes frustrés parce que nous n'abordons pas les thèmes voulus, je vous rassure que nous sommes au premier jour, il nous reste encore un peu du temps, mais je demanderai quelques réflexions pour conclure et j'encourage tout le monde de poursuivre ces discussions pendant le temps qui nous reste. Donc, tout comme Hélène a dit, je serai très bref. Je m'appelle Austin, je siège au comité consultatif. Merci de vos exposés. Dans l'esprit des partenariats équitables, et je me présente en tant que jeune. On a parlé beaucoup de l'âge de 35 ans et ce seuil de 35 ans. Nous faisons un appel à tout le travail qui se fait à l'échelle nationale et internationale pour dire qu'il faut mieux définir ce que c'est que la jeunesse, une jeune personne, peut-être le 24 à 35, ne représente plus la voix des jeunes. Je pense qu'il faut baisser l'âge moyen. Et à l'avenir, reconnaissons l'importance d'inclure ces voix, ces jeunes voix âgées entre 18 et 24 ans. Je m'arrête là, mais si vous voulez parler d'un partenariat équitable avec les jeunes, faites-moi savoir. Mon organisation travaille sur l'égalité avec les jeunes, dirigée par les jeunes. Ce n'est pas juste les jeunes, les personnes qui parlent en notre nom.
mais je serais vraiment ravie d'aborder le sujet avec vous. Je m'appelle Beth. Je poursuis mes études postdoctorales à l'Université de la Colombie-Britannique. Mon travail est axé sur la conception et la mise en œuvre des réseaux en matière de santé et les centres axés sur les êtres humains et ce que vous dites sur les partenariats équitables et le fait que ces centres soient dirigés par les collectivités ou les utilisateurs. Il semblerait qu'il y a beaucoup de cohérence dans la transmission de ce message. Je songe à l'objectif principal de cet atelier, c'est-à-dire le leadership canadien en matière de la santé des femmes et des enfants. Comment peut-on allier le leadership avec le besoin d'accorder une place de leadership aux collectivités? Je m'appelle Brittany Van Dyke, je suis de la Fondation Aga Khan du Canada. J'ai deux observations plutôt. La première est la suivante. Comment avoir la confiance aux partenaires? Je pense que Josh, vous avez bien dit qu'on devrait se sentir à l'aise, mais très souvent, il y a des égos qui règnent et qui représentent des obstacles et qui nous nuisent quant à la compréhension ou quant à la capacité d'être à l'écoute des partenaires. Et puis, le facteur donc, il y a des belles paroles, mais il faut rejoindre les actes et les gestes. À la parole, il y a l'élément du marketing, c'est sûr que le transport des biens commercial n'a rien à voir avec la transmission des connaissances qui peut se transmettre partout, n'importe quand. Et on ne peut pas en faire abstraction, surtout quant à la connaissance des facteurs de la santé et des déterminants. C'est ça qui va déterminer le besoin des services de santé. Avoir les connaissances sur les chaînes d'approvisionnement utilisées par le secteur privé nous indique qu'il y a un intérêt. Les dernières observations et des réponses très concises, s'il vous plaît. Un petit commentaire au sujet du secteur privé. Nous, ainsi que les ministres de la Santé, planifient la mise en œuvre. Nous allons établir un centre, une installation de santé dans une région donnée. Parfois, la population desservie fait en sorte que ce n'est pas du tout durable. Très souvent, les grosses boîtes ou les gros secteurs comme Coca-Cola, par exemple, ne songeraient jamais à construire un magasin pour vendre le produit. On délègue cette tâche et on essaie d'œuvrer de manière durable. On ne peut pas avoir plusieurs antennes. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de discussions à ce sujet. Je me tâche d'être très bref et de répondre à deux questions avec un seul commentaire. Comment fournir le leadership, mais aussi comment donner une place de leadership à la population et à la collectivité et accorder la place d'importance à la recherche locale. Ce que nous avons décerné est qu'en tant que groupe, la voix de la population exprimée par les maires doit être la voix la plus importante, la voix qui soit le plus entendue. Les besoins identifiés par ces maires doivent être les besoins qui font l'objet de la plus grande promotion. Comment faire traduire cette voix en quelque chose
autour duquel nous travaillons. Est-ce que j'aurais eu autant de confiance dans les consultations qui sont menées par une institution dans le Sud? Eh bien, je réponds non. Nous sommes assez chanceux d'avoir le QHRC. Je suis favorable parce qu'ils ont pu interpréter les problèmes dans l'optique culturelle et parmi toutes les voies, ils ont réussi à capter les complexités culturelles et les facteurs très subtils dans le domaine de la petite enfance et l'éducation des enfants. Donc, travailler autour de ces voix et d'entendre les voix et faire la collecte des idées est très important. Très brièvement, je tiens à vous remercier de vos contributions, d'avoir favorisé une discussion fort stimulante. Merci à tout le monde dans la salle de votre participation. Je vous encourage de poursuivre la discussion d'ici demain et d'ici à demain. Il y a un rapport qui sera publié et nous tenons à capter tous les fils qui ont été présentés afin de présenter des résultats au bout de ces 2 journées de conférences. Vous avez parlé de sciences, des secteurs, des échelles, les relations intersectorielles et l'importance des voix et la multiplicité des voix qui nous guident à atteindre l'étoile polaire. Donc, je vous laisse pour la pause déjeuner et je remercie encore une fois nos conférenciers. Merci.